Bonjour. Alors dans la première vidéo que nous avons faite, nous avons présenté rapidement le propos général de notre livre La force de la morale, qui, pour rappel, a été édité chez RN, à savoir Rouge et Noir. Et donc là, on voudrait revenir pas sur tout le livre, mais sur quelques notions, et aujourd'hui sur une en particulier. Parce que Denis, dans ce livre, donc, on évoque ces morales, je dirais, un peu à la mode, enfin, celles qui semblent aller de soi, les plus accessibles, telles que les morales individualistes, les morales utilitaires. Et on parle aussi donc de morale minimale. Est-ce que, justement, on peut revenir sur cette idée de morale minimale, qu'est-ce que on met derrière ce concept? Alors, ce concept de morale minimale, on peut peut-être le relier à l'état minimal, parce qu'en fait, c'est la même inspiration. C'est l'idée qu'il faut réduire au strict minimum indispensable pour que la vie en commun soit encore possible les préceptes moraux. En fait, on est exactement dans l'ambiance libérale, même libérale libertaire, qui consiste à dire que la morale n'est au fond que des préceptes qui nous oppriment. Alors évidemment, aucun tenant de la morale minimale ne considère que tout est permis. Ils admettent bien qu'on n'a pas le droit de tuer son voisin, qu'on n'a pas le droit de voler, mais jusqu'où s'étendent les préceptes moraux, eh bien, les minimalistes en matière de morale disent qu'il faut les réduire au strict minimum, à ce qui est absolument indispensable, et se débarrasser de tout le reste. Alors, on trouve ça chez les libertariens américains. On peut dire par exemple que la morale de Robert Nozick est une morale minimale. On les trouve aussi, un Français qui est aujourd'hui décédé, s'appelle Rouenogien, qui s'est rendu célèbre par sa défense de la morale minimale. On va retrouver ça chez une juriste comme Marcella Yacoub, par exemple, et quelques autres encore. D'accord. Mais est-ce que tu peux préciser de quoi, en fait, on a bien entendu, garde les préceptes fondamentaux, on pourrait dire les principes fondamentaux, que sont l'interdit de tuer, l'interdit de voler, etc. Mais par exemple, est-ce que tu peux nous dire de quoi finalement il se passe, c'est-à-dire ce qu'il considère comme n'étant pas nécessaire. Par exemple, est-ce qu'il se passe de l'interdit de mentir? Alors, oui, en gros, oui, parce qu'il faut être de bonne foi dans les contrats. Donc, on ne doit pas mentir, parce que si on donne sa parole, il faut que les gens puissent... Donc dans la morale minimale, on ne se passe pas de l'interdit de mentir? Non, tout à fait. D'accord. Tout ce qui est nécessaire pour passer des contrats. D'accord. Mais alors, plus concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses dont ils disent qu'on peut se passer d'un point de vue moral? Par exemple, la morale ancienne, celle qu'on a apprise quand on était petit à l'école, par exemple, nous disait qu'il fallait aimer son prochain, lui porter secours, etc. Eh bien, ça n'a pas sa place dans la morale minimale. Oui, mais alors attends, là tu parles de la morale chrétienne. Non, c'est aussi la morale qu'on retrouve chez tout le monde. Par exemple, Spinoza, il nous dit bien qu'on doit aimer notre prochain, que de toute façon, il faut toujours vaincre la haine par l'amour, etc. Alors, pour un minimaliste, non, il n'y a pas de place pour ça, parce que il y a une origine quand même. La morale minimale, on peut la trouver déjà chez Kant. D'un certain point de vue, si on lit Kant à moitié, c'est-à-dire si on se contente de la moitié de la métaphysique des mœurs, Kant il dit au fond, il y a des devoirs stricts et des devoirs larges. Les devoirs stricts, c'est ceux qu'on ne peut pas omettre sans se contredire. Par exemple, si on ment, vous ne pouvez pas en faire une maxime publique, parce que si vous dites « je mens quand ça m'arrange », plus personne ne vous croit. Donc le mensonge devient... impossible. Donc tout ce qui ne peut pas faire l'objet d'une maxime publique n'est pas donc universalisable. Quand on dit que ça, c'est pas possible. Bon. Et par contre, il admet, lui, qu'il y a des devoirs au sens large. Par exemple, l'amour du prochain, le bonheur des autres, etc. Pour Kant, c'est des devoirs, mais c'est des devoirs larges. C'est-à-dire des devoirs que nous nous imposons, non pas parce que nous nous contredirions à ne pas les accomplir,
Mais parce que nous avons un certain sens de la dignité de l'humanité, tout simplement. Et les minimalistes en morale sont prêts à accepter la première partie de Kant, d'un certain point de vue. Le devoir strict, ils veulent bien qu'on ne mente pas, qu'on ne tue pas, etc. Oui, parce que ça les arrange. Mais pour eux, ça les arrange, évidemment. Mais pour eux, un monde d'égoïstes rationnels serait un monde jouable. Alors que Kant dit explicitement le contraire, parce qu'il se pose la question, il dit à un moment donné, supposons que tout le monde soit égoïste, mais ne soit ni envieux des autres, ni leur fasse de mal. Est-ce que, pour autant, ça serait un monde moral, un monde de ce type? Kant répond non, parce qu'il dit... Alors, il a un argument qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire. Il dit parce que personne ne peut à l'avance dire qu'il n'aura pas besoin de la charité de son prochain. Et je trouve que c'est un argument assez fort, mais qui réduit à néant tous ceux qui voudraient faire de Kant un minimaliste en morale. C'est pas du tout un minimaliste, c'est même à certains égards un perfectionniste. Voilà. Mais est-ce que dans la morale minimale, justement, il n'y a pas une contradiction, puisque la morale, c'est pour la vie avec les autres, et non pas une vie qui se garderait des autres? Ah, mais c'est typique de l'individualisme libéral, on va dire capitaliste, pour appeler les choses par leur nom. C'est « je n'ai pas de relation avec les autres ». Sinon des relations contractuelles. Et donc, tu as utilisé aussi une expression il y a quelques instants, ça veut dire aussi que dans la morale minimale, la dignité humaine n'importe pas. Non, pas tellement. Alors évidemment, on ne doit pas mépriser les autres, toujours une question de réciprocité. Mais il n'y a pas de place spéciale pour la dignité humaine. Par exemple, il y a quelque chose tout à fait intéressant. Les minimalistes comme Augien et Marcella Yacoub et bien d'autres considèrent que on doit évacuer ces notions de dignité quand on parle de la prostitution, quand on parle de la GPA, c'est-à-dire des mères porteuses, etc. Pour eux, à partir du moment où on est consentant, ça suffit. Ça suffit. Le consentement de la prostituée suffit. Alors évidemment, ils sont contre le trafic des femmes venues des pays de l'Est par les mafias. Ça, ils ne sont quand même pas les accuser de choses aussi ignobles. Mais le commerce du sexe, pour eux, est un commerce comme un autre. Ils sont d'ailleurs pour la libéralisation de la prostitution et la reconnaissance des travailleurs et travailleuses du sexe, comme on dit de nos jours. De la même façon, pour eux, la notion de mère porteuse est parfaitement légale. Si elles sont consentantes, dûment rétribuées, personne n'a perdu, donc c'est bon. Et donc, en fait, ils sont prêts à admettre, et c'est là où, justement, ils sont complètement opposés à Kant, ils sont prêts à admettre qu'on peut faire de l'être humain un objet. Absolument, oui, tout à fait, si l'autre y consent. Alors, il y a quelqu'un qui avait déjà fait la critique de cette morale du consentement il y a déjà longtemps, c'est, comment il s'appelle, Marzano. Ah oui. Marcella, non attends, enfin, bon, c'est pas très grave. Oui. Marzano avait fait donc une critique de cette idée « je consens, donc ça suffit ». D'ailleurs, cette notion de consentement, elle est utilisée dans tous les cas de figure. Je ne veux pas non plus faire des amalgames trop sévères, mais après tout, Vanessa Springora, quand elle était la maîtresse à l'âge de 15 ans à peine du célèbre Gabriel Matzef, Matzef a invoqué à son propos le consentement. Et d'ailleurs, elle a même écrit un livre qui s'appelle « Le consentement », justement pour montrer comment le consentement est loin d'être quelque chose qui puisse être suffisant. Le problème, c'est que dans l'histoire de consentement, veut dire dès que tu as signé, tu as admis. C'est exactement ce que dit le capitaliste. Il dit, vous avez consenti au contrat de travail, donc pourquoi vous venez râler? Si vous n'êtes plus d'accord avec mon contrat de travail, si vous ne voulez pas continuer de travailler à un aussi bas salaire, ben vous en allez, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il y a une parfaite adéquation entre ces morales minimales et les exigences du capital aujourd'hui. Bon, ben, c'est déjà une petite présentation donc sur donc une des idées qui est abordée dans notre livre, qui est analysée. Et puis, en fin de livre aussi, on revient sur ces questions, justement, pour mettre en évidence un petit peu les contradictions de ces morales minimales qui donc, considèrent qu'on peut très bien prendre l'autre comme un objet, ce qui veut dire, en fait, c'est là où je disais, ils sont très loin de Kant, puisque Kant nous dit qu'il faut respecter l'humanité aussi bien dans les autres qu'en soi-même, et que donc, en fait, ils ne respectent ni les autres ni eux-mêmes. D'ailleurs, justement, il nie cette idée qu'on ait un devoir de respect vis-à-vis de soi-même. Ah oui, tout à fait. Bah oui, forcément. En fait, ça veut dire aussi, quelque part, voilà, c'est ça, ils ne reconnaissent pas la dignité humaine et quelque part, même pas ce qu'est l'humanité dans son essence. Merci. À la semaine prochaine. Voilà.